Bonjour à tous, on va attendre quelques minutes avant de lancer ce webinaire. On va attendre les derniers participants et donc d'ici 2-3 minutes, on pourra enfin lancer. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire sur les actualités SG sociales avec Maître Renoncet, experte en droit social. Bonjour Maître Renoncet. Maître Renoncet, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, super. Bah, écoutez, je vous laisse la main du coup. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue pour ce panorama concernant les actualités sociales du début d'année 2025. Donc, on va démarrer avec la loi de finances pour l'année 2025 et notamment des précisions concernant le financement de l'apprentissage. Donc, vous avez déjà dû, a priori, tous prendre connaissance au moins des grandes lignes des mesures dans le cadre du financement de l'apprentissage. Donc, 4 mesures du budget qui visent à réduire le coût global des dépenses par rapport à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Dans le premier temps, les branches sont aujourd'hui autorisées à moduler le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage lorsque les actions de formation suivies font appel à des modalités de formation à distance. Ensuite, les employeurs sont tenus désormais de participer à la prise en charge des contrats d'apprentissage lorsque le niveau de certification est au moins égal au bac plus 3. L'exonération de la taxe d'apprentissage dont bénéficiaient les mutuelles sur l'ensemble des salaires ne couvrira plus les rémunérations dues aux apprentis. Et enfin, dernière mesure, entre guillemets, concernant la formation professionnelle cette fois-ci et non pas à l'apprentissage, tout ce qui est formation à la création ou à la reprise d'entreprise, lorsqu'elle ne donne pas lieu à une certification RNCP, eh bien, sont supprimées de la liste des actions qui sont éligibles au CPF. Bon, ça c'est pour les grandes lignes. On va rentrer maintenant un peu plus dans le détail par rapport à ce qui intéresse les entreprises dans l'immédiat. C'est par rapport aux aides qui peuvent être attribuées aux entreprises dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'apprentissage. Alors, première chose,
en ce qui concerne l'aide unique à l'apprentissage, elle est aujourd'hui réduite à 5 000 € pour les entreprises pour les entreprises, pardon. Sauf pour les salariés en situation de handicap où là, elle reste à 6 000 €. Et cette aide passe à 5 000 € à partir du moment où les contrats vont être conclus à compter du 24 février 2025. Donc, pour tous les contrats conclus avant, on reste sur le montant de l'aide unique antérieur à ce décret du 22 février 2025. Ensuite, en ce qui concerne l'aide exceptionnelle. Alors, l'aide exceptionnelle, pour rappel, elle s'adresse aux... Maître Oui, Renoncé, pardon. excusez-moi de vous couper, juste on a eu des retours des personnes qui sont présentes sur le live qui dit ne pas voir défiler les slides. Ça Ah bon? reste toujours sur le sommaire, oui. Ah, pour quelle raison? Comment je peux faire? Et même là? Là, oui, ouais, ça reste toujours sur l'onglet sommaire également. Ah ben là, je vois pas pourquoi, par contre. Donc là, j'arrête le diaporama. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, là? Moi, de mon côté, non, je vois tout. Ouais, là, c'est bon. Exactement, on est sur la slide loi de finances. Bon, alors ça veut dire que je vais pas pouvoir me mettre en plein écran à ce moment-là. Ça reste sur la loi de... Non, ça c'est passé sur la loi de finances. Là, c'est sur la loi de finances, ouais, sur la slide loi de finances, la slide 6. Et là, c'est bon, slide 5. Pour moi, ça D'accord. devrait être bon. Donc, Alors, j'imagine que ça doit être bon aussi. pour les participants. Oui, D'accord, ok. Bon, je vois pas pourquoi, parce que c'est soit voilà, je passe en mode plein écran, ce qui est plus chouette, mais bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez des retours? j'ai l'impression que ça fonctionne. On a des retours qui disent que c'est OK. Bon, ok. Alors, je reprends. Du coup, je reprends pour l'aménagement du financement de l'apprentissage en ce qui concerne les aides. Donc, l'aide unique passe donc de 6 000 à 5 000 € pour tous les contrats conclus à compter du 24 février 2025, sauf pour les apprentis en situation de handicap où elle reste à 6 000 €. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle à l'apprentissage, elle a été finalement réactivée pour les contrats conclus à compter du 24 février 2025 et elle est également à hauteur de 5 000 €. Et en revanche, pour les entreprises de plus de 250 salariés, elle est à hauteur de 2 000 €. Pour rappel, cette aide exceptionnelle, elle s'adresse aux contrats d'apprentissage pour des masters et des niveaux Bac+5. Et la petite précision et la petite subtilité, c'est que si jamais il y a eu un contrat d'apprentissage niveau master ou Bac+5 de conclu entre le 1er janvier 2025 et le 23 février 2025, cette aide ne sera pas versée. Elle ne sera versée qu'à compter du 24 février 2025. Donc ça, c'est un point important. En revanche, l'aide exceptionnelle pour les salariés, enfin les apprentis reconnus travailleurs handicapés, elle reste à hauteur de 6 000 €. C'est OK pour tout le monde? Oui, a priori. Ensuite, petite modalité également concernant les frais de transport dans cette loi de finances 2025 qu'on a attendu finalement quand même assez longtemps. Elle prolonge d'1 an le régime de faveur de la prise en charge facultative des frais de transport public ou de service public de location de vélo entre le domicile et le lieu de travail dans la limite de 25% du prix d'abonnement. Et finalement, à titre dérogatoire, cette limite totale d'exonération de prise en charge des frais de transport en commun est portée encore en 2025 à hauteur de 75% du coût de l'abonnement, y compris lorsque l'éloignement du domicile repose sur des convenances personnelles. C'est-à-dire que si vous avez un salarié finalement qui décide, je ne sais pas moi, qui habite à Angers, enfin qui travaille à Tours et puis à un moment donné il déménage sur Angers, eh bien il prend un abonnement SNCF pour venir travailler tous les matins,
eh bien, même si c'est pour convenance personnelle, il pourra quand même bénéficier de cette prise en charge avec une exonération pour vous à hauteur de 75%. Et ça, c'est valable en 2025 pour le moment. Autre dispositif qui est prolongé également, et tout ça dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés, c'est le dispositif de monétisation des jours de repos, de réduction de temps de travail, qui permet aux salariés, avec l'accord de leur employeur, de renoncer aux journées ou aux demi-journées de RTT et de les transformer en rémunération. Donc, ce dispositif permettait de bénéficier d'un régime fiscal et social de faveur qui était équivalent au régime fiscal et social de faveur des heures supplémentaires. Eh bien, il devait disparaître et au final, il est prorogé jusqu'au 31 décembre 2026 pour le moment. En ce qui concerne les pourboires, autre disposition qui a été également reconduite, c'est pour tous les salariés qui perçoivent des pourboires, eh bien, un nouveau régime social et fiscal de faveur qui sont applicables à ces pourboires pour tous les salariés qui ne perçoivent pas plus de 1,6 SMIC. Ça, par contre, ça ne s'appliquera pas jusqu'au 31 décembre 2026, mais jusqu'au 31 décembre 2025 pour le moment. On passe maintenant aux grandes lignes de la loi de finances de la sécurité sociale pour 2025. Donc là, pour tous ceux qui font de la paye, je suppose que vous êtes déjà au courant, mais c'est important de refaire un petit point sur la création du dispositif unique de réduction générale dégressive de cotisation patronale qui va s'opérer en 2 temps. Un premier temps en 2025 et normalement un deuxième temps en 2026. Donc normalement, depuis le 1er janvier 2025, à titre transitoire, tous les paramètres actuels des 3 dispositifs existants, c'est-à-dire réduction générale, bandeau famille et bandeau maladie, sont adaptés pour pouvoir se rapprocher du scénario cible de 2026, c'est-à-dire avec une réduction unique. Donc les seuils dans un premier temps sont abaissés. Pardon, je suis allée trop vite. Donc le taux maximal d'exonération de la réduction générale de cotisation patronale reste inchangé normalement. Donc c'est taux maximal au niveau du SMIC et puis avec une réduction dégressive pour atteindre le point zéro au niveau de 1,6 SMIC. Donc ça ne bouge pas, à l'exception de la réduction du taux de cotisation patronale de l'assurance maladie qui s'applique aux rémunérations qui vont cette fois-ci ne pas excéder 2,25 SMIC contre 2,5 actuellement, et le taux de réduction de cotisation patronale d'allocation familiale qui s'applique aux rémunérations qui n'excèdent pas 3,3 SMIC contre 3,5 au moment avant cette modification. Donc ça, c'est pour 2025. Et pour 2026, eh bien, il y aura un dispositif unique. Donc, les bandeaux famille et maladie seront supprimés. Et on attend bien évidemment un décret qui viendra fixer la réduction générale en application des rémunérations qui seront inférieures, donc un montant qui sera fixé par décret. C'est ce décret qu'on attend. Mais a priori, de toute façon, on a déjà un aperçu, ça serait a priori le SMIC applicable au 1er janvier 2024 majoré de 200% jusqu'au SMIC en vigueur à l'année N qui serait majoré de 200% et de toute façon dans la limite de 3 SMIC. C'est l'information dont on dispose aujourd'hui. Autre point important concernant cette réduction générale de cotisation, désormais la loi de finances de la sécurité sociale pour 2025 vient intégrer la prime de partage de valeur dans l'assiette de calcul pour dans l'assiette de rémunération, prise en compte pour le calcul du bénéfice de cette réduction générale de cotisation. Donc, on doit bien évidemment lisser et réintégrer cette PPV. Alors, si elle est versée qu'en fin d'année au dernier moment, eh bien, il y aura une régularisation qui sera à effectuer.
On revient sur des dispositions concernant les nouveaux contrats d'apprentissage. Et là, en matière de cotisation, justement. Alors, non seulement il y a une baisse des aides, mais également il va y avoir une baisse des exonérations de cotisation pour les apprentis eux-mêmes. Alors le décret est sorti au moment où j'ai préparé ce support, le décret n'était pas encore paru, n'était pas signé, n'était pas paru. Là, il est désormais paru. D'ailleurs, je peux vous donner directement le numéro du décret, c'est le numéro 2025-290 du 28 mars 2025, qui vient acter effectivement cette baisse des exonérations de cotisation pour les apprentis. Donc, à compter du 1er mars, donc depuis le 1er mars, le seuil de la part de rémunération sur laquelle les apprentis bénéficiaient d'une exonération de cotisation sociale va être abaissé de 79% à 50% du SMIC. Donc aujourd'hui, cela suppose qu'avant, ils bénéficiaient d'une exonération de cotisation sociale jusqu'à un salaire qu'ils pouvaient percevoir en brut de 1 423 €. Et aujourd'hui, à partir de 901 €, ils ne bénéficient plus d'exonération de cotisation sociale. Donc pour tous les apprentis, en revanche, dont le contrat a été conclu avant le 1er mars 2025, eux, ils continuent à bénéficier de l'exonération de cotisation sociale dans la limite de 79% du SMIC. Donc c'est pour tous les contrats conclus à compter du 1er mars 2025. Et autre modification également pour ces apprentis, eh bien, désormais, pour tous les contrats d'apprentissage qui seront également conclus à compter du 1er mars 2025, la fraction de rémunération des apprentis qui excède 50% du SMIC est désormais assujettie à la CSG et à la CRDS. En revanche, pour tous les autres, bien évidemment, ils continuent à bénéficier d'une exonération totale concernant la CSG et la CRDS. Est-ce que c'est OK pour tout le monde sur ces questions d'exonération, d'aide à l'apprentissage, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus? Non. Ah, manifestement, non. Je ne peux pas lire vos questions ni vos réponses, donc je m'attendais à ce que, à ce que j'ai un retour, mais non, je n'arrive pas à... Pour l'instant, on n'a pas de questions, mais dans tous les Bon, cas, si super. jamais j'en ai, je vous les lirai à la fin du cours. D'accord. OK, pas de souci. Alors, on passe à la modification également. L'État cherche à faire des économies, hein, on l'a bien compris. Ça ressort en tout cas de ce qu'on peut entendre dans les médias. Et là, pour le coup, encore une fois, les entreprises vont être impactées parce que il y a une diminution du montant des indemnités journalières de sécurité sociale qui est mise en place à compter du 1er avril, donc c'est tout frais. Le décret date du 20 février 2025. Et pour le coup, eh bien, ça va avoir un impact sur l'entreprise. Pourquoi? Parce que à partir du moment où les indemnités journalières de sécurité sociale sont abaissées, c'est-à-dire que par rapport au seuil qui était calculé pour pouvoir servir les indemnités journalières de sécurité sociale, eh bien, en revanche, de l'autre côté, l'employeur conserve son obligation de maintien de salaire. Donc, à partir du moment où l'obligation de maintien de salaire, eh bien, elle s'appuie sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale qui sont versées par la sécurité sociale aux salariés en arrêt maladie, eh bien, par voie de conséquence, ça va augmenter le montant qui sera versé au titre de l'obligation de maintien de salaire pour l'entreprise. De même, en ce qui concerne les indemnités journalières complémentaires qui sont versées par les organismes de prévoyance, ça va avoir également exactement le même impact puisque la plupart du temps, eh bien, les obligations de maintien de salaire sont en pourcentage du salaire net
ou du salaire brut en fonction des conventions collectives, en fonction des accords ou en fonction de la réglementation si vous n'êtes pas soumis à une convention collective. Et par définition, eh bien, ça va nécessairement augmenter le montant qui devra être supporté par l'entreprise pour les salariés qui seront en arrêt maladie. Ensuite, on passe à une petite information. Je me suis dit qu'avec tous les jours fériés qui allaient arriver et puis de refaire un petit point sur les jours fériés de 2025 et surtout comment on procède parce que en règle générale, par expérience, compte tenu des questions qui me sont posées assez régulièrement, on s'aperçoit que les règles ne sont pas toujours bien appliquées et qu'il y a des croyances, notamment au niveau des salariés, et qui peuvent induire l'entreprise en erreur. Donc, je me suis permise de vous refaire quelques slides sur les règles à appliquer en cas de jour férié. Est-ce qu'il y a du repos, du travail? Quand est-ce qu'on peut imposer aux salariés de travailler un jour férié, etc. Donc, de manière très simple, la détermination des jours fériés chômés relève en principe d'un accord collectif. Donc, je vous renvoie à vos conventions collectives pour bien vérifier si effectivement les jours fériés qui sont identifiés comme voilà, le lundi de Pâques, le 8 mai, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, etc. Est-ce que ce sont des jours qui sont chômés obligatoirement, entre guillemets, par la convention collective ou pas? En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne dépendez d'aucune convention collective, les jours fériés ne sont pas chômés. Le seul jour férié qui est chômé, c'est le 1er mai, obligatoirement chômé, et encore, bien évidemment, en fonction de certaines branches d'activité, il y a des dérogations. Donc, pour faire simple, il faut avoir le réflexe d'aller voir votre convention collective. Si jamais vous n'avez rien dans la convention collective, peut-être que vous avez un accord d'entreprise ou d'établissement qui réglemente le repos ou le travail les jours fériés autres que le 1er mai notamment. Et ce n'est qu'en l'absence d'accord d'entreprise, d'établissement, de convention ou d'accord de branche, que vous, employeur, vous pouvez déterminer vous-même si les jours fériés seront chômés. Ainsi, un employeur peut imposer, et ça on l'oublie souvent, à ses salariés de travailler un jour férié, sauf bien évidemment si l'accord prévoit le contraire. Et le refus de travailler un jour férié, si jamais ce n'est pas prévu comme un jour chômé dans l'entreprise, eh bien, vous permet de retenir les heures non travaillées sur le salaire mensuel et le cas échéant, bien évidemment, c'est une absence injustifiée, donc vous pouvez tout à fait sanctionner le salarié. Le 1er mai, il est à part. C'est le seul jour férié qui est obligatoirement chômé en application de la loi. Et bien évidemment, on peut faire travailler les salariés ce jour-là, mais que dans les établissements et les services qui, en raison de leur nature d'activité, ne peuvent pas interrompre le travail. On pense bien évidemment aux transports, aux hôpitaux et tout ce qui concerne éventuellement les métiers de bouche. L'employeur, attention, qui fait travailler des salariés le 1er mai sans que son activité le justifie, encourt quand même une amende de 4e classe, c'est-à-dire de 750 €, qui peut être appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés. Donc c'est quand même à faire attention. Les jeunes travailleurs, quant à eux, sous peine de sanctions pénales, il est interdit de faire travailler les salariés et les apprentis de moins de 18 ans les jours de fête reconnus par la loi. Donc, à défaut de respecter cette interdiction, là, l'amende est beaucoup plus importante puisqu'elle est à hauteur de 1 500 € par jeune concerné. Bien sûr, il en va autrement dans 13 secteurs qui sont listés par le Code du travail, et à condition que l'accord ou la convention collective prévoit et fixe des conditions dans lesquelles cette dérogation peut être mise en œuvre, et que ces jeunes concernés bénéficient du repos minimal hebdomadaire
Et je vous le rappelle, un jeune de moins de 18 ans, lorsqu'il travaille dans une entreprise, doit impérativement pouvoir bénéficier en principe du dimanche comme repos hebdomadaire et d'un deuxième jour de repos hebdomadaire accolé au dimanche. Alors, sauf dérogation encore possible, mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails non plus. Donc, pour les établissements industriels, en revanche, qui fonctionnent en continu, c'est pareil. Les jeunes de moins de 18 ans peuvent être employés tous les jours de la semaine sous réserve de bénéficier du fameux repos minimal hebdomadaire. Donc maintenant, on va passer, on a vu la partie je travaille ou je ne travaille pas, chômer ou travailler, et maintenant on passe à la partie comment sont rémunérés les jours fériés. Donc les jours fériés ordinaires, ce que j'appelle, c'est hors 1er mai. Si le jour férié est travaillé, lorsque le salarié qui va travailler un jour férié, il est rémunéré normalement. Autrement dit, il n'a droit normalement à aucune majoration de salaire, sauf évidemment s'il y a des dispositions contractuelles ou conventionnelles qui vont être plus favorables. Et puis, vous, dans l'entreprise, si vous n'êtes pas soumis à une telle obligation par votre convention de branche ou par un accord d'entreprise, rien ne vous interdit d'accorder aux salariés une compensation, soit en jour de repos ou une indemnisation spécifique, si jamais il vient travailler un jour férié. Dans le cas particulier d'un jour férié qui tombe un dimanche, les éventuelles majorations conventionnelles pour travail du dimanche et s'il existe des majorations conventionnelles de jours fériés ne doivent pas se cumuler, sauf dispositions conventionnelles contraires. Donc, forcément, vous l'aurez compris, il est très important d'aller consulter sa convention collective pour bien connaître les règles qui sont applicables à votre branche. Et je profite pour vous dire, parce que c'est souvent dans, je ne vais pas dire le fantasme des salariés, mais quand même, lorsqu'un jour férié qui est habituellement chômé dans l'entreprise tombe le jour du repos hebdomadaire, par exemple le dimanche, et que c'est un jour qui, du coup, n'est non ouvrable pour l'entreprise, le salarié ne peut pas en obtenir une compensation normalement, sauf s'il y a des usages particuliers dans l'entreprise. Mais lorsqu'un jour férié tombe malheureusement un jour non ouvrable ou non ouvré, eh bien, le salarié ne peut pas en obtenir la récupération. Si le jour férié, en revanche, est chômé, alors, à partir du moment où le jour férié va être chômé et qu'il tombe habituellement un jour travaillé, le salarié ne doit subir aucune perte de salaire. Ça, c'est clair, sous réserve, en revanche, de justifier d'au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Et il s'agit d'une règle d'ordre public, donc vous ne pouvez pas y déroger. Et si cette condition d'ancienneté est remplie, il y a un maintien intégral du salaire. C'est-à-dire que si on est au-delà de la durée légale du travail, c'est-à-dire au-delà de 35 heures hebdomadaires, et que le salarié travaille sur une durée de 39 heures hebdomadaires, eh bien, il a un maintien de salaire par rapport à cet horaire de 39 heures, s'il bénéficie de l'ancienneté de 3 mois. En revanche, s'il ne bénéficie pas de l'ancienneté de 3 mois, il n'a pas de perte de salaire, proprement dite, excepté en ce qui concerne les heures supplémentaires. Donc lui, il ne sera rémunéré normalement que sur la base de 35 heures et pas 39 heures. Pour tous les salariés qui travaillent habituellement la nuit, les primes de travail de nuit doivent être maintenues. Pour les salariés qui incluent une part fixe et une part variable, le salarié peut prétendre aussi pour le jour férié chômé un complément de salaire au titre de cette part variable qui est calculé en fonction de la moyenne journalière des sommes perçues au même titre pendant les jours ouvrés du même mois. Donc c'est tout un calcul à faire pour en fait maintenir le salaire en fonction des types de rémunération. Et puis, il faut faire attention à l'ancienneté, moins de 3 mois, plus de 3 mois.
Pour les CDD, eh bien les CDD, on fonctionne exactement de la même façon que pour les salariés en CDI. Et pareil, on fait attention, ancienneté de moins de 3 mois, plus de 3 mois. Donc là, il n'y a pas de différence. Pour les salariés temps partiel, en revanche, attention aussi parce que vous avez des salariés au temps partiel qui réclament de pouvoir bénéficier d'un jour férié alors que le jour férié va tomber un jour qui est habituellement chômé par le salarié. Euh, et il va dire, bah, moi, j'ai pas pu bénéficier de mon jour férié puisque ça tombe un jour où je ne travaille pas. Eh bien, tant pis pour eux. Les jours fériés qui coïncident avec des jours où ils ne travaillent pas habituellement, ils n'ont pas droit à une récupération. Par contre, si ils ont droit à une rémunération en revanche qui correspond, enfin pour pour les jours fériés qui vont tomber habituellement un jour travaillé par le salarié, ils vont pouvoir prétendre à une rémunération qui correspond à la durée du travail qu'ils auraient accompli ce jour-là en fonction de leur planning. Pour les salariés saisonniers, eh bien, ils bénéficient aussi du maintien de salaire les jours fériés chômés dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté totale de 3 mois dans l'entreprise. En revanche, pour les travailleurs intermittents ou temporaires et ceux qui travaillent à domicile, ils ne sont pas rémunérés les jours fériés chômés, sauf bien sûr accord collectif plus favorable. Et pour tous les travailleurs temporaires, alors eux, c'est particulier, ils bénéficient du paiement des jours fériés qui sont chômés, qui interviennent en cours de mission, dans les mêmes conditions que l'entreprise utilisatrice. Donc ça veut dire que si dans l'entreprise utilisatrice, il n'y a pas de convention collective qui prévoit le chômage d'un jour férié, eh bien, ils viennent travailler. En revanche, si c'est dans le cas contraire, ils ne viennent pas travailler et ils bénéficient d'un maintien de salaire. Pour les personnels qui sont en revanche payés à l'heure, il n'y a aucune disposition légale. Donc les heures chômées et un jour férié ne donnent lieu à aucune rémunération ou indemnisation, sauf bien évidemment une disposition, encore une fois, conventionnelle plus favorable. Je suis allée trop vite. Voilà. Alors, par contre, on passe au cas du 1er mai qui va être travaillé. Donc on a vu, le principe, c'est 1er mai chômé, obligatoirement. Mais il y a des dérogations. Donc à partir du moment où le 1er mai va être travaillé, le salarié doit être payé double. Et c'est une disposition légale et on ne peut pas transformer d'autorité, ni avec l'accord d'ailleurs du salarié, la rémunération double en repos compensateur. Si vous voulez faire du repos compensateur, ça ne peut que s'ajouter au doublement de la rémunération du salarié qui a travaillé un 1er mai. Et encore une fois, le non-respect de ces dispositions est sanctionné par une amende de 4e classe, c'est-à-dire 750 €, autant de fois qu'il y a de salariés concernés. Si le 1er mai est chômé, à ce moment-là, il n'y a aucune réduction de salaire, on s'en doute. Donc le salarié est rémunéré comme s'il avait travaillé. Et d'ailleurs, petite précision là concernant les salariés qui sont rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement, eh bien, contrairement aux jours fériés classiques, la loi précise qu'ils ont droit à une indemnité qui est égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Donc, petite précision concernant le 1er mai. On passe au pont. Comment on peut gérer les ponts? Typiquement, à la fin du mois de mai de cette année, le jour de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension, va tomber le 29 mai. Et pour toutes les entreprises qui sont fermées samedi, dimanche, eh bien, quid? Est-ce que le 30, on fait un pont ou pas? Pour permettre aux salariés d'avoir 4 jours de repos consécutifs. Alors, si jamais, bien évidemment, le jeudi de l'Ascension fait partie de vos jours fériés chômés. Donc le pont, la loi nous distingue bien ce que c'est. C'est un chômage d'un jour ou de 2 jours ouvrables, mais qui sont nécessairement compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un autre jour chômé de la semaine ou d'un jour qui va précéder les congés annuels. Donc le pont, il n'est qualifié
que de cette manière-là. Ça ne peut pas être un autre jour qui est accordé. Et si jamais la journée qui va être offerte, entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, on va voir pourquoi après, au titre du pont, ne répond pas à cette qualification, eh bien, vous ne pouvez pas faire récupérer les heures non travaillées à vos salariés. Parce qu'effectivement, la contrepartie d'octroyer un pont aux salariés, la plupart du temps, eh bien, c'est de pouvoir faire récupérer les heures non travaillées avant ou après ce pont. Bien sûr, je précise, hein, il n'y a aucune obligation d'accorder un pont. Mais si vous voulez le faire, vous ne pouvez pas non plus le décider au dernier moment. C'est-à-dire qu'il faut, comme ça vient modifier l'horaire collectif de travail, eh bien, vous êtes dans l'obligation, normalement, si vous avez un CSE, de consulter le CSE, de procéder à l'affichage du nouvel horaire et à la notification à l'employeur à l'inspecteur du travail, pardon, de cet horaire qui est rectifié avant sa mise en application. Bon, autant vous dire que la plupart du temps, à part la consultation du CSE, parce que là, on n'a pas trop de mal à expliquer au CSE qu'on va, entre guillemets, mettre en place un pont pour pouvoir permettre aux salariés de se reposer 4 jours ou de profiter effectivement de 4 jours non travaillés consécutifs. On oublie assez souvent, en revanche, la notification à l'inspection du travail. Donc, les heures chômées du fait d'un pont sont récupérables, oui, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'elles sont récupérables sur 12 mois qui vont précéder ou qui vont suivre le pont. Et information importante qu'on a tendance un peu à oublier, la Cour de cassation, elle date de 1994, donc elle n'est pas toute jeune, mais pour l'instant, elle n'a pas été remise en cause. Eh bien, la récupération s'impose à l'ensemble des salariés, y compris à ceux qui étaient absents pour maladie au moment du pont. Bien évidemment, le salarié qui va refuser de récupérer les heures de travail, eh bien, peut effectuer une retenue sur salaire et voire même ça serait une absence injustifiée, donc on peut imaginer une sanction, d'accord? Et pour tout ce qui est des modalités de récupération, c'est soit vous le déterminez par accord d'entreprise ou c'est prévu par l'accord de branche. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut vous référer au décret en Conseil d'État. Donc, elles peuvent être réparties uniformément sur toute l'année, mais attention, elles ne peuvent pas augmenter de plus d'1 heure par jour le travail, ni de plus de 8 heures par semaine. Donc, il faut répartir cette récupération. Avec bien évidemment une information préalable de l'inspecteur du travail, et les heures de récup sont payées au tarif normal sans majoration. Alors qu'on pourrait penser que ça constitue des heures supplémentaires, mais en aucun cas. Voilà pour le point concernant les jours fériés, et je reste bien sûr à votre disposition pour des questions à l'issue de la présentation de ce support. Maintenant, on passe à toute autre chose, à une mise à jour du bulletin officiel de la Sécurité sociale. Assez rapidement, on va passer sur le sujet concernant les nouveaux barèmes de véhicules mis à disposition après le 31 janvier. Donc, vous avez toutes les infos dans le BOSS, mais pour rappel, les taux antérieurs vont, même si c'est modifié à compter du 25 février par un arrêté, les taux antérieurs vont rester inchangés pour tous les véhicules qui vont être achetés ou loués et qui vont être mis à disposition avant le 1er février 2025. En revanche, pour tous les véhicules qui vont être mis à disposition après le 1er février 2025, là, les taux d'évaluation de l'avantage en nature sont revalorisés. Alors, je vais vous les donner
en direct, c'est-à-dire que là, on avait l'habitude, depuis les arrêtés de 2002, de dire, ben voilà, à partir du moment où le véhicule est loué, c'est 30% du coût global annuel ou 40% si on paye le carburant. Et là, en fait, on va passer à hauteur de 50% du coût global annuel et à 67% si l'employeur paie le carburant. Si le véhicule est acheté, en revanche, jusqu'à présent, on avait cette habitude 9% ou 6% du coût, selon l'âge du véhicule, et c'était porté à 12 et à 9 si l'employeur payait le carburant. Donc l'âge du véhicule, c'était plus ou moins 5 ans. Là, on va passer à un taux pour les véhicules qui vont être achetés et qui ont moins de 5 ans à 15% et à 20% si l'employeur prend en charge le carburant. Et pour les véhicules qui vont avoir plus de 5 ans, on est à 10% du coût global, enfin du coût d'achat, pardon, et à 15% si l'employeur paie le carburant. Donc le montant des avantages est nettement réévalué. Ensuite, j'ai petite précision, et ça c'est important, c'est que ce nouveau taux, en fait, ces nouveaux taux vont s'appliquer quelle que soit la date de location ou quelle que soit la date d'achat du véhicule. Ce qui va compter pour savoir si on applique les anciens taux ou les nouveaux taux, c'est la date de mise à disposition du salarié, à compter de la date d'attribution qui est fixée par l'accord conclu entre l'employeur et le salarié du même véhicule. Donc, vous pouvez très bien, par exemple, avoir dans l'entreprise un véhicule qui aujourd'hui est soumis aux anciennes dispositions et dans 2 mois, vous allez finalement donner ce véhicule à un autre salarié. Et bien, à partir du moment où cette attribution sera postérieure au 1er février 2025, eh bien, il faudra appliquer les nouveaux taux d'évaluation des avantages en nature. Donc, j'espère que j'ai été assez claire parce que sinon, je pourrais vous repréciser les choses. Cas particulier, en revanche, des véhicules 100% électriques. Alors, quant à eux, eh bien, la mise à jour tient compte des prolongations jusqu'au 31 décembre 2027 des règles dérogatoires par rapport à ces véhicules qui fonctionnent exclusivement à l'énergie électrique. Et l'abattement, pareil, il y a 2 régimes qui cohabitent. Donc, pour les véhicules mis à disposition jusqu'au 31 janvier 2025, on est sur un abattement de 50% dans la limite de 2030 € par an. Et pour les véhicules qui sont mis à disposition à compter du 1er février 2025, eh bien, 2 abattements s'appliquent. Soit 50% dans la limite de 2030 € par an en cas d'évaluation sur une base réelle. Et si jamais on fait une évaluation forfaitaire, eh bien, c'est 70% dans la limite de 4 582 € par an pour ces véhicules. En ce qui concerne l'avantage en nature, pareil, mise à jour du BOSS, on passe à 5,45 € pour un seul repas et à 10,90 € par jour. Donc, il y a une petite augmentation. Il est rappelé que s'il y a une participation financière du salarié et que celle-ci est inférieure à l'évaluation forfaitaire de 5,45 €, il faut en tenir compte. Et donc, on vous donne, le BOSS donne un exemple. Si le salarié participe à hauteur de 1,50 €, eh bien, il faudra réintégrer dans l'avantage en nature uniquement la différence, c'est-à-dire 3,95 €. Pour les titres restaurants, c'est la même chose. Il y a une réévaluation des limites. Donc là, on est à 7,26 € par titre en 2025. Et pour rappel, il faut impérativement que la part contributive de l'employeur soit comprise entre 50 et 60% de la valeur libératoire du titre. Si jamais vous dépassez ces seuils, eh bien, il y a une réintégration totale de la valeur du titre dans l'assiette de cotisation.
Les titres restaurants, il y a une prolongation des conditions d'utilisation de ces titres jusqu'au 31 décembre 2026 pour l'achat de tout type de produits alimentaires directement consommables ou non achetés auprès des commerces éligibles. Et en revanche, le plafond journalier reste inchangé à hauteur de 25 € par jour pour pouvoir payer ses courses avec des titres restaurants. Pour rappel également, tous les salariés qui sont en situation de télétravail, nomade ou en bureau satellite doivent bénéficier des titres restaurants si les conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés qui ne sont pas en situation qui sont en situation de travail en présentiel et qui en disposent. On ne peut pas exclure uniquement sur la notion de télétravail l'attribution des titres restaurants aux salariés. En ce qui concerne la cantine d'entreprise, eh bien c'est pareil, cet avantage en nature est soumis à cotisation et le montant à réintégrer dans l'assiette est égal à la différence entre le forfait nourriture, c'est-à-dire 5,45 € par repas, et le montant de la participation du salarié. Il y a toutefois, l'URSSAF accepte de négliger cet avantage en nature lorsque la participation du salarié est au moins égale à 50% du forfait nourriture, c'est-à-dire à 2,73 € par repas. Attention, je vous l'ai mis en vert, tout ce qui concerne les dépenses de boissons, café, soda, eau minérale ne sont pas prises en compte. Donc ça sort de l'exonération et de l'avantage en nature. La tolérance est admise également lorsque la participation est égale au moins 50% du forfait nourriture pour tout ce qui est repas fourni par une cantine d'entreprise à emporter ou à livrer sur le lieu de travail. C'est exactement le même fonctionnement que pour les salariés en présentiel. Et l'avantage en nature qui est également nourriture, qui est également accordé aux stagiaires, peut être négligé dans les mêmes conditions. Petite précision particulière pour les secteurs des hôtels, cafés, restaurants. Eh bien, eux, ils ont un régime dérogatoire en matière d'évaluation de l'avantage en nature repas. Et pour ces personnels, eh bien, qui vont être nourris gratuitement par leur employeur, l'avantage en nature repas, est évalué à une fois le minimum garanti pour un repas, c'est-à-dire à 4,22 contre 5,45 pour l'avantage en nature nourriture et à 8,44 par jour. Les repas en déplacement professionnel, bien évidemment, ça ne constitue pas un avantage en nature. Et à partir du moment où le salarié est empêché de regagner sa résidence et son lieu de travail, eh bien, il s'agit d'un remboursement de frais et qui n'est pas évidemment assujetti. Et puis, la même chose pour les repas pris par nécessité de service, et notamment les personnes qui ont une charge éducative, sociale ou psychologique hors personnel de cantine et de service. Voilà pour le petit tour d'actualité légale en ce début d'année. Et on va passer maintenant assez rapidement à la jurisprudence. J'ai extrait quelques arrêts importants. Et notamment celui-ci, on va commencer par la recevabilité des témoignages anonymisés. Alors, jusqu'à présent, la Cour de cassation acceptait qu'on puisse, dans le cadre d'un contentieux, en tout cas dans le cadre, par exemple, d'un licenciement, se servir de témoignages anonymes pour justifier les faits reprochés aux salariés. Mais il y avait quand même, la Cour de cassation admettait que par exemple une lettre de licenciement était correctement motivée en faisant référence uniquement à des témoignages anonymes sans avoir à nommer les salariés ou les personnes témoins des faits reprochés, qu'à partir du moment où on pouvait apporter dans le cadre du contentieux d'autres éléments de preuve qui venaient corroborer la lettre de licenciement. Et aujourd'hui, finalement, la jurisprudence a apporté un tempérament à ce courant
parce qu'elle part du principe qu'il faut certes respecter les droits de la défense du salarié licencié, qui sont constitutionnellement garantis, mais d'autre part, il faut aussi assurer à l'employeur la possibilité de protéger la santé et la sécurité de ses salariés lorsque les témoignages qui sont apportés peuvent générer une réaction de violence, par exemple, c'était le cas en l'espèce, du salarié licencié à l'égard de ses ex-collègues. Donc à partir du moment où l'employeur peut justifier qu'il doit préserver la santé et la sécurité de ses autres collaborateurs, il peut tout à fait se servir de témoignages anonymisés. Ça a été reconnu. Ensuite, une avancée concernant la reconnaissance du préjudice nécessaire. Ces derniers temps, on assistait à une jurisprudence de la Cour de cassation, un courant de jurisprudence qui avait un peu pour conséquence de reconnaître assez systématiquement un préjudice nécessairement causé lorsque l'employeur commettait une faute. Finalement, par 4 arrêts du mois de mars 2025, la Cour de cassation revient un petit peu en arrière et a décidé notamment qu'elle a refusé d'instaurer un principe de réparation automatique et donc ça a pour conséquence que le salarié, en cas de contentieux, lorsqu'il veut être indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts au titre d'un préjudice, doit pouvoir prouver son préjudice et il faut que ce préjudice ne soit pas réparé sur un autre fondement. Et c'est le cas notamment en matière de défaut de suivi médical renforcé pour des travailleurs de nuit, à partir du moment où l'employeur avait, entre guillemets, commis une faute, c'est-à-dire n'avait pas assuré ce suivi médical renforcé des travailleurs de nuit, le salarié réclamait une certaine somme en disant que ça lui avait nécessairement causé un préjudice. Et finalement, la Cour de cassation dit non, vous devez démontrer votre préjudice lié à cette absence ou à ce défaut de suivi médical renforcé. Même chose en ce qui concerne le manquement de l'employeur à l'obligation de garantir la prise effective de congés payés, ou encore, et là c'est moins à la marge, c'est assez souvent dans les contentieux en matière de forfait jour pour les salariés qui ont travaillé en forfait jour. On a pu voir des jurisprudences, enfin en tout cas des arrêts de la Cour de casse ou de Cour d'appel qui venaient accorder des dommages et intérêts aux salariés qui justifiaient d'absence de contrôle de la charge de travail ou voire même lorsque l'employeur avait appliqué un accord collectif qui ne prévoyait pas de garantie suffisante pour le suivi de ses salariés en forfait jour, il pouvait récupérer quelques dizaines de milliers d'euros au titre de ces différents préjudices. Là, la Cour de cassation, en mars 2025, est venue dire non, stop, à partir du moment où votre forfait jour, si il est assis sur une convention collective qui ne garantit pas suffisamment le suivi du travail des salariés forfait jour, la convention devient nulle. Vous avez la possibilité de vous faire rémunérer des heures supplémentaires si jamais vous avez effectué des heures supplémentaires. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir une indemnisation automatique pour un éventuel préjudice. Donc ça, c'est important et c'est à garder en tête. L'inaptitude. Alors, petite précision, là, la Cour de cassation fait une piqûre de rappel effectivement aux employeurs et aux juridictions du fond. Lorsque vous avez une inaptitude qui est prononcée et que vous devez engager une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, n'oubliez pas, que ce soit d'origine professionnelle ou non, il faut impérativement, avant d'engager la procédure de licenciement,
consulter le comité social et économique. Et à défaut, si vous n'avez pas consulté le comité social et économique en cas d'inaptitude, eh bien le licenciement sera réputé sans cause réelle et sérieuse. Et j'attire du coup votre attention sur le fait que si vous n'avez pas mis en place vos élections professionnelles, enfin les élections pour renouveler ou mettre en place le CSE et que vous avez un licenciement pour inaptitude à réaliser, eh bien, sachez que de facto, votre licenciement, enfin le licenciement en question pourra être remis en cause et sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse, puisque par définition, si vous êtes en défaut de renouvellement de votre CSE ou si vous êtes en défaut de mise en place de votre CSE, eh bien, vous n'allez pas pouvoir faire cette consultation sur les recherches de reclassement. Et là où c'est important, c'est que même si, et il y a une subtilité d'ailleurs, dans les nouveaux avis d'inaptitude, le médecin du travail a deux solutions. Soit il coche une des deux petites cases qui vient dire que l'état de santé du salarié n'est pas compatible avec un reclassement ou que le salarié est en situation de danger grave et imminent et donc pas de reclassement. Et là, si c'est bien coché de cette manière, si une des deux petites cases ou les deux cases sont cochées, là en revanche, vous êtes exonéré d'avoir à consulter les CSE, et ça ressort d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 8 juin 2022. Mais si le médecin du travail, et on le voit très régulièrement, n'a pas coché ces cases, mais que finalement, dans les conclusions de l'avis d'inaptitude, il a mis à la main, de manière manuscrite, ou même dactylographiée, mais en tout cas, en dehors de cocher ces petites cases, il a indiqué que l'état de santé n'est pas compatible avec des recherches de reclassement. Vous êtes obligé de chercher quand même des solutions de reclassement, même s'il a mentionné cette phrase. Et deux, vous êtes obligé de consulter le comité social et économique. Donc, il faut faire très attention à la manière dont sont rédigés les avis d'inaptitude, et parce que ça a des conséquences importantes derrière dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Avant-dernière, non, il nous reste 3 jurisprudences, je me dépêche. Le CSE est pour la première fois le 26 février 2025, la Cour de cassation se prononce sur les modalités de désignation des membres de la CSSCT, et elle vient dire qu'à partir du moment où il y a 3 collèges, eh bien, comme il faut au moins 3 membres dans cette commission de santé, sécurité et aux conditions de travail, eh bien, vous devez aller choisir un membre forcément dans le 3e collège. Donc, il n'y a pas de solution alternative de désigner un représentant soit du second collège, soit du 3e. Il faut un représentant également du 3e collège lorsqu'il y a 3 collèges dans l'entreprise. Point également concernant, et ça peut être important en cas de contentieux, surtout si vous avez des contentieux en cours, donc d'être vigilant sur le point de départ de la prescription qui est applicable aux différentes demandes indemnitaires en cas de requalification du CDD, parce que ce ne sont pas les mêmes. Et la Cour de cassation vient de nous le repréciser en disant, voilà, l'action requalification du CDD en CDI, elle est soumise au délai de prescription biennal, c'est-à-dire 2 ans à compter de la fin du dernier CDD. Mais les demandes indemnitaires qui l'entourent, qui l'accompagnent, c'est-à-dire, admettons, rappel de salaire, indemnité de requalification, licenciement sans cause réelle et sérieuse, etc., eh bien, elles suivent leur propre régime de prescription autonome. C'est-à-dire que tout ce qui va avoir nature de salaire, eh bien, ça va être 3 ans, bien évidemment, puisque la prescription en matière de rappel de rémunération est de 3 ans, à compter de la fin du dernier CDD. Par contre, en ce qui concerne l'indemnité de requalification, bon bah ça va avec l'action requalification, c'est 2 ans. En revanche, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, eh bien là, c'est soumis à la prescription
annuel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait normalement un licenciement, eh bien, le salarié a 1 an pour contester son licenciement et obtenir une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et comme la rupture du CDD qui va être requalifié équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, eh bien, le salarié peut être forclos s'il a trop attendu, s'il y a plus d'1 an entre la fin de son CDD et la saisine de la juridiction en matière de demande de requalification, ben, il peut être forclos à réclamer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et dernière jurisprudence importante concernant les salariés protégés, la Cour d'appel de Paris, on attend bien sûr avec impatience éventuellement la décision de la Cour de cassation sur ce sujet, mais il y a peu de chances pour que ce soit invalidé par la Cour de cassation. La Cour d'appel vient nous dire pas de démission présumée du salarié protégé sans autorisation de l'inspection du travail. Vous savez, cette nouvelle procédure qui permet, en cas, entre guillemets, d'abandon de poste et de refus du salarié de se présenter à son poste. Avant, on n'avait que la possibilité, d'engager une procédure de licenciement pour abandon de poste et pour faute. Aujourd'hui, on peut, en suivant une procédure spécifique, partir du principe qu'il y a une présomption de démission. Eh bien, pour le salarié protégé, il faut impérativement obtenir l'autorisation de l'inspection du travail pour pouvoir prononcer une rupture de contrat pour présomption de démission. Et j'en ai terminé. Je vous remercie de votre écoute et je reste attentive à vos questions si vous en avez. Bonne journée à vous. Je vous entends très très loin. Ah, Pardon. vous m'entendez? C'est mieux? Ah oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Nickel. Ok, non, du coup, je disais qu'on avait déjà quelques petites questions. Donc la première, c'est pouvez-vous nous en dire plus sur les cotisations salariales et patronales pour les apprentis? C'est-à-dire, parce que là, j'ai par rapport à mon support, en fait, les cotisations salariales par rapport aux apprentis, eh bien, désormais, ce sont les plafonds qui changent. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y avait une exonération de cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle à 80% du SMIC, à 79% du SMIC. C'est-à-dire que tant que le salaire de l'apprenti ne dépassait pas, ou la part ne dépassant pas 79% du SMIC, il y avait une exonération de cotisations sociales. D'accord? Aujourd'hui, ce plafond de 79%, il est abaissé à 50%. Donc, à partir du moment où la rémunération de l'apprenti va être supérieure à 50% du SMIC, pour toute la part qui va dépasser, eh bien, ça va être soumis à cotisation. Tout comme la CSG-CRDS, la part qui va excéder 50% du SMIC va être assujettie à la CSG-CRDS. Est-ce que ça répond aux questions? Alors, j'attends de recevoir la réponse. En attendant, j'ai une autre question. Je ne sais pas exactement de quoi ça parlait. Peut-être que ça vous dira quelque chose. Alors, comment ça se passe en annualisation? Est-ce que dans la convention collective, si un des jours ci-dessus tombe un jour de repos habituel du salarié tel que défini ci-dessous, il pourra, au choix de l'employé, être compensé ou payé. Le jour de repos habituel doit s'entendre de l'un des jours ouvrables de la semaine non travaillée, à l'exclusion du dimanche. Alors, ça, je pense que c'était par rapport aux jours fériés, non? Peut-être, oui, j'imagine. Alors, la phrase est bien longue. La réponse va être compliquée parce que tout dépend de si jamais effectivement on est sur de l'annualisation, hein, donc avec un accord d'annualisation, en principe, quand on fait un accord d'annualisation, on prévoit le sort des jours fériés.
si c'est pas prévu, eh bien, il faut y aller par déduction. C'est-à-dire que si par rapport au planning du salarié concerné, eh bien, le jour férié qui n'est pas habituellement chômé va tomber un jour non travaillé par le salarié, eh bien, en fait, pour lui, c'est neutre. Un, il ne peut pas le récupérer, et deux, il ne va pas perdre de salaire. La personne justement qui avait posé cette question a dit du coup, en clair, si annualisation avec un accord, les jours fériés sont déjà décomptés. Bah oui, normalement, oui, si c'est le cas, bien sûr, puisque alors c'est décompté, mais en même temps c'est forfaitisé parce que en fonction des années, soit on a 10 jours fériés qui vont être chômés, soit on n'en a que 9. Enfin, voilà. Donc là où il faut faire attention, là où ça a un impact, ce calcul, c'est pour les salariés en forfait jour. Et ça oblige normalement les entreprises annuellement à faire un point en début d'année sur le nombre de jours fériés qui vont tomber dans l'entreprise et qui vont être habituellement posés sur un jour travaillé pour calculer le nombre de jours non travaillés dans le cadre du forfait jour. La personne qui avait également posé une question sur les cotisations salariales, pardon, a dit il y aura donc un changement sur les cotisations salariales et patronales du fait de l'abaissement du plafond à 50%. Ah bah bien sûr, évidemment, oui. Ouais. Et sachant que là, va y avoir en plus deux régimes dans le logiciel. Enfin, il va falloir appliquer deux régimes parce que ça ne concerne que les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er février. Euh, alors, on a une autre question. Du coup, alors, concernant le pont, c'est donc une journée offerte aux salariés, mais si l'entreprise dit que ce sera un congé payé ou un RTT, on considère que l'entreprise ferme ce jour-là normalement. Alors, les journées de pont, normalement, c'est pas une journée offerte puisque vous êtes censé la faire récupérer. Mais vous pouvez proposer effectivement aux salariés de poser un jour de congé ou de poser un jour de récupération de temps de travail. Et dans les accords d'ailleurs d'annualisation, assez régulièrement, on prévoit que les jours non travaillés de récupération peuvent être posés à l'initiative de l'entreprise à hauteur par exemple de 50% ou à l'initiative du salarié pareil à hauteur de 50%, et c'est pour en profiter pour faire ces fameux ponts. Mais sinon, une journée de pont n'est jamais offerte. On fait récupérer les journées de pont. Ou alors, si le salarié ne veut pas récupérer, et ça peut donner lieu à un accord au sein du CSE, par exemple, s'il n'y a pas de délégués syndicaux, eh bien, que le salarié qui ne voudra pas récupérer posera un jour de RTT ou posera un jour de congé payé. Il y a plein Et de donc, solutions possibles. et donc, du coup, sur ce même sujet, quelqu'un a posé la question, est-il possible d'imposer un jour de congé pour faire un pont? Si oui, doit-on en informer l'inspection du travail? Alors, il est totalement impossible d'imposer un jour de congé payé, que ce soit pour faire un pont ou que ce soit pour autre chose. On ne peut pas, en tant qu'employeur, imposer un jour de congé payé, notamment pour faire un pont, excepté lorsqu'on ferme l'entreprise. Et là, encore une fois, c'est CSE, c'est information d'inspection du travail. Enfin, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Autre question, est-ce que quand on parle de pris en charge de carburant, on parle de carburant lié à ses missions professionnelles ou personnelles? Les deux. Lorsqu'on parle de prise en charge du carburant, c'est notamment le carburant à usage perso. C'est-à-dire que voilà, le salarié, il a la voiture mise à disposition, il a la carte carburant de l'entreprise et il n'y a pas de différence entre usage perso, usage pro. Et si on remplace le véhicule du salarié, devra-t-on appliquer les nouveaux taux? Oui, bien sûr. Parce que c'est la date d'attribution du véhicule au salarié qui compte pour appliquer les nouveaux taux.
Donc, une autre question. Bonjour, notre convention collective ne prévoit pas le lundi de Pentecôte comme jour férié chômé. Nous avons consulté le CSE pour imposer un jour de congé payé obligatoire ce jour-là. Le CSE a donné son accord. Un collaborateur m'informe que nous n'avons pas le droit d'imposer un congé payé ce jour-là. Oui, on n'a pas le droit d'imposer un congé payé. Tout à fait. Autre question. Comment l'employeur peut-il décider des montants minimum et maximum à rembourser aux salariés? Dans quel domaine? Rembourser Alors, quoi? j'ai attendu. Ouais. J'attends du coup qu'on me réponde en attendant une autre question. Du coup, est-ce que les véhicules hybrides sont considérés comme des véhicules électriques? Non. Alors, je dis non, sauf que c'est à revérifier quand même, parce que c'est vrai que il est mentionné véhicule électrique, pas véhicule hybride. En revanche, dans mon support, j'ai mis la référence de l'arrêté. Attendez, je vais retrouver la référence. Il faut aller sur l'arrêté, au niveau du JO, et il y a toute la liste des véhicules concernés comme éco-responsables pour pouvoir bénéficier de l'évaluation là, de l'abattement. Il est où? Tac tac, je le retrouve plus. C'est la slide. Tac. Est-ce que je l'ai mis? Je pensais l'avoir mis. Ouais, si, je l'ai mis. C'est la slide où il y a écrit cas particulier des véhicules 100% électriques à la fin. J'ai mis à cette date, le véhicule concerné doit ainsi figurer dans la liste réglementaire des véhicules éco-responsables. Donc, c'est l'arrêté du 14 décembre 2023 et qui est paru au JO du 15 décembre 2023. Donc là, à l'intérieur de cet arrêté, vous avez toute la liste des véhicules qui sont concernés. Par marque, par modèle, enfin voilà, elle est assez longue cette liste. Donc il faut aller vérifier. Une question, donc si je comprends bien, si on ferme la société le lundi de Pentecôte, le collaborateur a le choix de récupérer ses heures ou de poser un CP. Alors, sauf que le fermer le lundi de Pentecôte, là, on n'est pas sur du pont. Parce que là, on est sur la mise en œuvre d'un jour férié qui n'est pas obligatoirement chômé, qui n'est pas prévu comme chômé dans l'entreprise, d'accord? Donc en fait, si l'entreprise décide de fermer le lundi de Pentecôte, et ben en fait, elle offre un jour à ses salariés, c'est-à-dire qu'ils ne travailleront pas, mais ils seront quand même rémunérés. À moins de Euh, leur faire la journée de solidarité cette journée-là. une autre question, donc apprenti est égal la fraction qui excède 50% du SMIC est désormais assujettie à la CSG, CRDS. Est-ce que la base assujettie sera abattue comme un salarié? Ah, ben ça, j'ai pas la réponse. Là, vous posez une colle. Ouais, non, ça, je pourrais faire une recherche si nécessaire, il n'y a pas de souci. Mais là, à bruit pour point, j'ai pas la réponse. Alors pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Dans tous les cas, on vous enverra tout ce qui est replay, support de ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. Alors, Aurélie, je regarde. Euh, Aurélie, si vous pouvez reposer juste votre question, parce que je ne la retrouve pas. Je ne sais pas si Maître Renoncé y avait déjà répondu. Ah, alors, une autre question, donc comment fixer le seuil des montants remboursés par l'employeur en cas de déplacement professionnel? Par exemple, un Bordelais qui part faire une formation à Paris, seuil du remboursement hôtel, restaurant, forfait, frais réels. Ouais. Alors, en fait, soit on applique pour les remboursements en matière de déplacement professionnel, soit on applique le forfait qui est consultable sur Internet, d'accord, en fonction de la région. Parce qu'effectivement, en Île-de-France, le montant des forfaits repas, enfin nuitées et repas sont majorés par rapport aux autres régions, d'accord.
ou alors on indique dans l'entreprise que ce sera aux frais réels, pardon, sur présentation des justificatifs, bien évidemment, parce que parfois c'est plus intéressant pour le salarié, mais vous êtes libre dans l'entreprise de mettre en place un plafond. Alors, il faut rester raisonnable, bien sûr. En règle générale, on met un plafond qui est légèrement supérieur au remboursement forfaitaire, plafonné forfaitaire qui sont déterminés par décret. Mais sinon, l'employeur reste libre de mettre en place un plafond sur justificatif. Est-ce que ça répond à la question? Alors j'attends que Aurélie nous réponde. Ah, donc visiblement oui. Pour l'instant, pas d'autres questions. Je vais attendre 1 ou 2 minutes et sinon, on va clore ce webinaire. D'accord, très bien. Eh bien, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Du coup, on va clore ce webinaire. Merci à vous, Maître Renoncet. Ah, Avec on a plaisir. on a une Ah, question du coup qui vient de tomber. Du coup, on est d'accord qu'un véhicule immatriculé en 2024 mais donné attribué aux salariés au 1er mars 2025 sera de 20% en avantage en nature. oui, tout à fait. Ça, il faut appliquer les nouveaux taux. Tout à fait. 20% si ça correspond effectivement à l'âge du véhicule et au fait qu'il ait ou pas la prise en charge carburant. Bon, si on a plus de questions, du coup, on va clore ce webinaire. Du coup, merci à vous, Maître Renoncet. Ah on a encore une autre question. Concernant les travailleurs de nuit, son horaire est de 20h30 à 5h. Oui. Alors, comment ça se passe pour le 1er mai? Ah, en fait, le 1er mai, il commence à minuit. Donc, il ne sera rémunéré que. Alors, pour moi, hein, j'applique bêtement. Hein. Moi, je pars du principe que le 1er mai, c'est le 1er mai à minuit, enfin, à minuit une, quoi. Et s'il travaille jusqu'à 5 heures du matin le 1er mai, eh bien, il n'y a que ces 5 heures-là qui seront comptées double. La veille, c'est pas un jour férié, c'est pas le 1er mai. Donc, de 20 heures à minuit, il est payé en heure normale. Pour moi. Hein. Après, il y a peut-être des accords particuliers dans la convention collective ou dans l'entreprise ou des usages différents. Mais pour moi, si on applique strictement le droit et le calendrier, le 1er mai, il commence à minuit. Voilà. Je vais attendre quelques minutes juste pour être sûre que personne n'ait d'autres questions et on clora définitivement du coup ce webinaire dans 2-3 D'accord. minutes. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Du coup, merci à vous, Maître Renoncet, et merci également à vous tous pour votre présence. Comme j'ai pu le mentionner, le support ainsi que le replay de cette web de vous sera bien entendu envoyé dans la semaine. N'hésitez pas également, si vous avez des questions, à nous les poser directement par mail. On transférera les questions directement à Maître Renoncet. Merci à tous et bonne journée.
Au Bonne revoir. journée, au revoir.